Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono. Ravi de vous retrouver. Au programme ce soir, du hockey sur glace, un derby vendéen en rugby et puis de la voile. 85 Chrono, c'est parti. Pour débuter cette émission, nous parlerons de basket avec les Sablés qui voulaient retrouver la victoire après 4 défaites consécutives. Chapitre hockey sur glace ensuite avec l'excellent début de saison du Hogli. Et pour en discuter, nous avons sur notre plateau la présidente Elisabeth Bricard et le manager du club Cyril Selin. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Ensuite, nous ferons un tour par du football à National 2 avant d'atterrir de l'autre côté de la table avec Fabrice Guyon, notre chroniqueur voile. Retour sur la mini transat et la transat Café l'Or. Effectivement. C'est le programme ce soir. Bonsoir Fabrice. Ensuite, on terminera par le plus croustillant, le derby vendéen en Fédéral 2. En rugby, le Rugby Club Sablé qui recevait le FCY. Et puis évidemment, un tour d'horizon des classements et de tous les résultats du week-end de nos équipes vendéennes, notamment en rink hockey et en volley. Je vous propose, comme je vous le disais, de commencer par le basket. 13e journée de National 1 et le dernier match de la phase aller pour les Sablés. Et je vous le disais, après 4 défaites consécutives, les Sablés voulaient terminer sur une bonne note face à une équipe de Tours bien classée en face. Les Sablés commencent le match sur de bons rails, 5 grosses premières minutes, déjà 20 points marqués avant de baisser un peu de régime et de voir Tours revenir, 25-22 à la fin du premier quart-temps, mais c'est dans le deuxième quart-temps que les Tourangeaux dictent le tempo du match, et ce qui fait qu'à la mi-temps, ils vont prendre les devants de 7 points, ils seront devant de 48-41, les Sablés ont baissé de rythme et ont laissé les Tourangeaux prendre le match en main. Et au retour des vestiaires, le scénario est identique. Les Sablés remportent malgré tout le troisième quart-temps d'un petit point, mais ce sont les Tourangeaux qui sont encore devant. Et c'est vraiment dans le dernier quart-temps, après quelques ajustements, notamment défensifs, que les Sablés vont reprendre du poil de la bête et enflammer véritablement l'aréna des Sables d'Olonne, qui n'attendait que ça. Le public Sablé, qui n'avait pas vu son équipe gagner depuis 4 matchs, avec 2 paniers coup sur coup. C'est ce qui va permettre aux Sablés de revenir à moins 2 en quelques secondes. Et vous l'avez vu derrière, les lignes défensives sont bien resserrées. Et c'est donc une belle équipe des Sables d'Olonne qu'on retrouve à l'Arena, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, qui est de retour sur le parquet et va dérouler 28 points inscrits dans ce quatrième quart-temps et une victoire à la clé 96-90, après avoir tout de même compté par moments des retards de moins 11 ou moins 10. Une belle victoire qui va faire du bien aux Sablés avant le début de la phase retour. Je vous propose qu'on écoute l'entraîneur Sablé qui fait un premier bilan de cette phase aller. Bon début de match. Derrière, ils arrivent à imposer leur impact physique et on a eu le mérite de ne pas complètement céder. Et puis, troisième quart-temps, on a commencé à faire des ajustements dans le jeu, notamment défensif, qui ont payé heureusement pour nous dans le quatrième. Et voilà, vraiment une belle salle ce soir. Le public qui a poussé, je pense que c'est le plus beau match qu'il y a eu ici jusqu'à présent. Et ouais, c'est vraiment une juste récompense parce que les mecs ont bossé énormément pour ça. On était très déçus de ce qu'on avait proposé la semaine dernière. Et voilà, je suis vraiment content que ce soir, on ait pu rendre un petit peu à ce public Sablé qui nous a bien supporté ce soir. Et voilà, c'est vraiment une belle soirée. Je pense que le bilan de 8 victoires, 5 défaites, il est globalement cohérent. Je ne vais pas dire qu'on a surperformé, mais on a vraiment réussi à très bien démarrer malgré l'absence de Josh qui n'était pas évident. Donc ça me semble plutôt cohérent. Maintenant, à nous de continuer de progresser, puis d'aller chercher une grosse deuxième phase pour valider ce top 7. Et puis après, on verra où ça nous mènera. On était dans une peut-être mauvaise passe, mais comme on bosse très dur aux entraînements, on est vraiment une équipe et ça nous a permis de se ressouder dans les moments durs. Et sur ce match-là, on fait un gros comeback dans le quatrième quart-temps, troisième quart-temps, deuxième mi-temps. Et ça nous permet de gagner ce match, donc ça fait du bien. Et maintenant, on va continuer à bosser pour se remettre dans une bonne série de victoires. Une bonne série de victoires, c'est ce qu'on souhaite aux Sablés pour ce début de phase retour. Et puis au classement de cette poule de National 1, les Sablés remontent à la 5e place et sont toujours dans les 7 premiers pour jouer la deuxième partie de saison et donc être dans cette phase haute pour pourquoi pas rejoindre Chaland en Élite 2. Justement, ce championnat d'Élite 2, Chaland se déplaçait à Quimper pour un match crucial dans le cadre du maintien et malheureusement les Chalandais se sont inclinés. Lourde défaite 82-63 et restent donc pour l'instant dernier de ce championnat d'Élite 2.
Passons au hockey sur glace. Avant d'en parler ensemble, je vous propose un petit résumé du match. C'était ce week-end la 8e journée de Division 2 de hockey sur glace. Et puis après un début de saison, on peut le dire, presque parfait avec seulement une défaite face au co-leader. Le Ogli recevait Courbevoie, dernier du championnat. Mais attention, une équipe très hargneuse. Le début de match commence parfaitement pour les Lyonnais avec d'entrée de jeu à la 5e minute le premier but qui permet au Ogli de prendre l'avantage, suivi d'un deuxième. Les deux signés Jérémy Pédissou et Antoine Goutet-Fanja. Puis d'un troisième but de Thomas Cornu. Fin du premier tiers-temps, 3-0 en faveur du Ogli déjà. Et puis le deuxième tiers-temps commence un petit peu moins bien. Toujours ce petit passage à vide pour les joueurs du Ogli qui mettent du temps à se remettre en marche. Et en face, Courbevoie reprend un peu confiance, mais peine à vraiment se montrer dangereux. Et juste avant la fin, à 8 minutes de la fin de cette deuxième période, c'est Thomas Cornu, encore lui, qui permet au Ogli de reprendre un peu plus d'avance. Ça fait 4-0. La victoire semble tendre les bras au Ogli. Et à la fin de ce deuxième tiers-temps, vous allez le voir, un petit accrochage, la tension monte un petit peu. Et ce qui fait qu'on aura 2 joueurs de chaque côté qui seront pénalisés. Au retour des vestiaires pour ce troisième et dernier tiers-temps, c'est Flavien Tichy qui tue d'entrée le suspense alors qu'on jouait depuis 20 secondes. 5-0 au début de ce dernier tiers-temps et donc 5-0 à la fin du match tout court. Victoire du Ogli et puis à noter, pas de but encaissé avec le gardien lyonnais toujours impérial, Alexino. Match de patron clairement pour les Lyonnais. 5-0 face au dernier du championnat, pas de but encaissé. Bon, c'était une belle soirée. Ouais, carrément. C'était chouette. Non, bravo, eux, c'était bien. En plus, patinoire pleine, Courbevoie, pas facile à jouer comme équipe. Comme vous l'avez dit, c'est un peu hargneux. D'ailleurs, ça s'est senti quand ils perdaient. Donc, mais bon, voilà, les garçons ont fait ce qu'il fallait et c'est très bien, on est contents. Ouais, bah justement, quand on a senti que le match leur échappait un petit peu, voilà, ils ont... C'est la région parisienne. Ça commence à frapper, quoi. Ouais, c'est ça. Avoir quelques coups, mais bon, ça fait partie du hockey. Ouais. Ça peut marcher, déstabiliser l'adversaire ou quoi, mais bon, là, ça n'a pas fonctionné du coup. Là, ça n'a pas fonctionné parce que troisième tiers-temps... Puis bon, Yura avait donné les consignes qu'il n'y ait pas de question que ça parte en pugilat ou quoi que ce soit, même si c'était tendu sur la glace. Non, il avait dit, les gars, il y a d'autres matchs parce qu'on va arriver sur 3 grosses séries de matchs. Il va y avoir un déplacement à Châlons et après on reçoit Reims et Brest. Donc il y a besoin de tout le monde, il y a besoin de toutes les licences, il y a besoin de tout le monde sur la glace et non dans les tribunes. Et dans les tribunes, justement, c'était plein encore, encore ce week-end. Ouais. Et puis on a senti dès le début de match, en fait, le Ogli qui était supérieur avec ses 3 buts là dès le début. Le suspense a été assez vite enterré. Bon, après, le hockey, c'est jamais gagné, on le sait. Hein. Jusqu'à la fin, on peut, tout peut basculer, en fait. Alors, je dis hockey, mais peut-être d'autres sports, mais en tout cas, hockey, c'est souvent comme ça. Là, non, il n'y avait pas photo. Ils étaient au-dessus, on était contents, ils sont contents. Et les 3 points, ouais, ça fait du bien. Surtout après les autres équipes qui n'ont pas gagné, eux, dans notre poule. Donc, on est super contents, quoi. Et bah, justement, je vous propose qu'on regarde le classement, parce que cette victoire 5-0, elle permet au Ogli de prendre la première place de Division 2. Après, il y a eu la seule défaite du début de saison, c'était face à Évry-Viry. Jeff, si tu peux nous envoyer le classement, nickel. Et ben voilà, La Roche avec 18 points, qui devant Évry-Viry, qui était la seule défaite en fait de ce début de saison. On peut dire que c'est un début de saison presque parfait. Ou Tout pas. à fait. Ah oui, on peut le dire. Bah oui. Après, effectivement, on gagne samedi soir, mais Évry et Brest perdent. Chalon, je ne sais plus. On va dire qu'on a fait la bonne opération sur la journée, quoi. C'est ça. Vraiment... Ouais. Après, la première place ou pas, tant mieux. Ouais, les on 4 la prend premiers, ce toujours. serait bien. Ouais, les 4 premiers pour avoir en play-off L'avantage. la possibilité d'avoir l'avantage de la glace, mais bon. Qui continue. On leur a pas dit de finir champion de la poule, hein, donc non, mais par contre, conserver les 4 premières dans les 4 premiers, ce serait top, quoi. Ouais. Mais justement, c'était quoi l'objectif en début de saison il y a quelques mois là? Demi. Il y a eu l'objectif des demi, puis après il y a eu aussi quand même l'effectif renouvelé à 50%. Ouais. Donc on s'est dit comment l'équipe allait prendre. Quand tu as 11 nouveaux joueurs, c'est pas simple, quoi. Ça se met pas en route comme ça, et pour l'instant ça a plutôt pas mal pris. Donc qu'ils aillent le plus loin possible, hein. De toute façon il n'y a pas de limite, hein. Il faut y aller. Hein. Ouais, parce qu'on rappelle, dans ce classement, c'est les 8 premiers, c'est ça, qui sont qualifiés pour les playoffs. Contre la poule du Sud. Et les 4 premiers qui donc ont l'avantage de la glace. Ouais, s'il y a un troisième match, en fait, il sera forcément à domicile, vu que le premier match est à l'extérieur. On fait le deuxième à domicile, et s'il faut un troisième, il sera le dimanche à domicile. Et ben, je vous propose qu'on termine avec ce match de samedi soir et qu'on écoute le coach et le capitaine du Ogli. C'est une belle victoire, je crois que
On a eu 10 grosses premières minutes où on était tout feu. Après, on s'est un peu ajusté à leur niveau. Après, c'est toujours un match piège. Ils sont derniers au classement, donc faut faire gaffe de ne pas baisser notre niveau au leur et de continuer à jouer notre jeu. Mais clairement, je trouve que dans l'ensemble, on a eu un bon match. Alexis qui a fait le taf derrière, encore un blanchissage. Donc, c'était un gros match d'équipe. C'est un peu ce qu'on essaie de travailler là. Notre deuxième tiers-temps, souvent, on est un peu lent à se mettre en jambes, à mettre en place notre jeu. Mais on a réussi quand même à marquer un but, à se donner ce petit coussin, créer cette sécurité. Et puis après, le troisième, ça a été encore une domination. Et puis... on savait que ça allait jouer dur. Si on se réfère aux playoffs de l'année dernière, on savait que c'était une équipe qui avait un peu de rivalité, d'animosité. Donc on était prêts et je crois qu'on a bien répondu là-dessus. C'est les 3 points qu'on prend à la maison face à Courbevoie. C'était une équipe qui a changé coach. Donc voilà, mais nous, on a joué parfaitement notre première 10 minutes. Après, on a disparu un petit peu de la glace pendant on va dire... Bon 20 minutes et après on est revenu. On est content, il y avait quand même des belles actions, il y avait des belles choses, mais on ne peut pas se permettre de passer autant de temps vide. Vous vous attendiez à un si bon début de saison ou pas? On parlait de l'effectif qui avait été renouvelé à 50%. Non, enfin après on a toujours confiance au staff, donc Uraï, Damien et Fred qui l'aident à entraîner. On a nous pris un préparateur mental et un préparateur physique. Comme dit Cyril, changer une équipe moitié d'effectif, on perd des cadres. Tu peux jamais être sûr que dire premier ou quoi ce qu'on dit. Nous, c'est pas l'objectif d'être premier de la poule. Après, s'ils finissent premier, tant mieux pour nous. Mais non, on pouvait pas savoir que ça allait se dérouler comme ça. Quoi. Quand t'as 11 nouveaux joueurs... Puis la sauce, ce que disait Cyril tout à l'heure, la sauce, il faut qu'elle prenne, elle a pris vite, quoi. Ouais, ça a pris vite, et puis c'est pas fini quand il va y avoir des coups de mou, parce que pour l'instant, on a eu une défaite, oui, mais si des fois t'as 1, 2, 3 défaites d'affilée, il faudra voir comment le groupe va réagir, quoi. Oui, la saison est encore longue. Ouais, ça commence juste. Oui, bien sûr. Je propose qu'on remonte un petit peu dans le temps. On va parler du Ogli, ces dernières saisons. En 2019, on va revenir un petit peu dans le temps. En 2019, il y a eu cette... rétrogradation, ce retour en Détroit, où on en est aujourd'hui par rapport à ce retour. C'était dû à des soucis financiers, c'est ça Elisabeth? En avril 2019, on nous a annoncé en tant que parents de licenciés, joueurs et partenaires qu'il n'y avait plus de club. Donc le bureau qui était à l'époque abandonné, c'est le mot. Du coup, avec un petit groupe s'est formé dont Cyril faisait partie, avec d'autres joueurs et entraîneurs. Et partenaires. Et puis après, ils nous ont sollicité certains d'entre nous pour revenir dans le bureau. Et on a créé un bureau comme ça, un peu à bout de bras. Et puis après, il a fallu montrer... Alors, la ville nous a énormément aidés parce qu'elle nous a toujours soutenus. Donc, toujours merci à eux, parce que même encore maintenant, ça se passe très bien. Mais après, il faut montrer patte blanche. Nous, sportivement, on était rétrogradés en 2D, 1 D2. Et nous, on a décidé en fait, de se mettre en D3. Puisqu'en fait, il fallait vraiment renflouer les comptes. On a mis l'accent la première année sur les mineurs, d'où l'effectif d'aujourd'hui, en fait, en D2, parce qu'on a des trous dans les catégories. Donc, cycliquement, dans tout sport, il y a des trous dans les catégories. Parce que quand on est ado, on va faire les études ailleurs, il y a le copain, la copine, etc. Donc, ça part, ça a toujours été, et ça existera toujours. Sauf que nous, il y avait déjà un trou, et le trou s'est encore plus formé, quoi. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de catégorie U20, les U18 sont en entente avec Niort, les U15 sont en entente avec Niort. Et on n'a pas de jeunes qui montent aujourd'hui. On ne peut pas piocher dans notre petite réserve. Il n'y a personne qui vient pousser les vieux dans l'équipe première. Quoi. Donc on a mis l'accent sur les mineurs. Et on a réussi, puisqu'en fait, on a fait des manifestations. On s'en est fait en plein soleil. Du Lodi, du Décathlon. Mais on a pris des coups de soleil. On a passé des super moments. C'était chouette. Et en fait, grâce à ça, et qu'on continue à faire en plus, mais c'est d'autres personnes qui le font. Mais grâce à ça, on a aujourd'hui des effectifs, des beaux effectifs en U13, 2 équipes U11, 2 équipes U9, donc des tout petits, parce que le hockey, ça commence à 3,5-4 ans. Donc là, ça se passe, on sait qu'il y a du monde, et puis du coup, on a un projet de club justement pour ces fameux jeunes, quoi. Qu'on retrouvera, pourquoi pas, dans quelques années. C'est ce qu'on veut, c'est l'objectif. Ouais. Au Ogli, mais dans l'équipe senior cette fois-ci. C'est ce qu'on veut, oui. Ouais. Et puis donc 2019, ce retour en D3, 2023. Retour au niveau actuel, donc en D2, une fierté, j'imagine, je vois le sourire sur vos lèvres. C'était super, c'était Cyril jouait encore, et c'était... Voilà, les images... Ça, c'est des choses que... Et on voit les supporters de La Roche qui sont derrière, en fait, c'est une réussite de club.
C'est une réussite des gars, évidemment, parce que c'est eux qui sont sur la glace. Mais c'est une réussite de club, en fait. Et en plus, carré final, la première année, on le fait chez nous. On perd, on fait changer les règles de jeu. Voilà, ça va, voilà. On voit ça. Voilà, c'était top. C'était un super week-end. Ça, c'était cool. On vous voit ému, c'est des bons souvenirs. Ah ouais. C'était incroyable. C'était un week-end incroyable. Incroyable. Un sacré souvenir. Et puis, ça, c'est une équipe. Ça, c'était une équipe vous aussi. voilà, avec votre numéro 20, là. Voilà. C'était de l'équipe, parce que Cyril, t'étais avec qui? Il y avait Ben Bartho, il y avait Andrew, Val, Camille. Ça, c'est des vieux, gens du club, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait Matt, Baptiste. Enfin, on voit, Mathias. Et donc aujourd'hui, toujours un des deux, avec cet objectif ou pas, à moyen terme, de retrouver la D1? Oui, bien sûr. Nous, évidemment, on va pas leur dire d'aller freiner, c'est pas ce qu'on veut. Mais on le fera pas en l'état actuel. Actuellement, au vu des finances, c'est pas... Alors déjà, il y a un gap. Ouais, bien sûr, il y a déjà les finances, et puis il y a aussi la patinoire. D'accord. C'est pas possible de refuser du monde. Ça nous enlève du budget, quoi. Si t'enlèves des entrées, quoi. Si déjà tu refuses du monde en D2, ça paraît compliqué en D1 de monter et que les infrastructures sont pas assez grandes, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait du coup? C'est plus de place dans la patinoire pour pouvoir accueillir plus de monde. Voir avec, comme dans tout stade, je pense, ou à Rennes de Sport, des loges ou des coins VIP pour pouvoir avancer, en fait. Pour accueillir les partenaires justement qui vous soutiennent tout au long de l'année. Ouais. Donc aujourd'hui, on en est, on l'a vu, premier du championnat, même si la saison est encore longue. Sportivement, depuis 2019, le club remonte. Ouais. Financièrement aussi. Ouais. Chez les jeunes aussi. Ouais. On peut dire que depuis 5-6 ans, tout va mieux au Ogli. Ah oui. Ouais, largement. Ah ouais, largement. Ah bah oui. Et puis l'ambiance familiale, enfin tout. Non, ça se passe super bien. Oui, même à la fin du match, moi j'étais là au match samedi, on a vu les joueurs aller célébrer avec les jeunes, les photos, les maillots signés, etc. Une vraie ambiance familiale, quoi. C'est ça aussi que vous avez voulu garder. Ouais, ce qu'on veut indiquer aussi. Donc il faut. On parlait de la patinoire justement qui est pleine, avec ce manque de place. En début de saison, Jeff, si tu peux nous mettre l'article s'il te plaît, il y a eu 7 déclarations, on joue à guichet fermé et personne n'en parle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que c'était quelque chose que vous avez envie de dire? Alors oui, parce que en général, quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, je ne vais pas attendre, etc. Sauf que cette personne qui est venue à la patinoire, donc le journaliste qui est venu à la patinoire ce jour-là, en fait, ça faisait quand même plus de 2-3 ans que je ne l'avais pas vu. Donc à un moment donné, je vais bien être gentil, mais voilà. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire, mais ça a duré 5 minutes, top chrono. Et il est rentré pour faire des photos. On a trouvé rien de mieux de mettre une photo de Cyril qui n'avait pas joué depuis 3 ans quand même. Donc bon, voilà. Ouais, en fait, je suis un peu déçue parce que on est la seule patinoire en Vendée. On est le seul club de hockey sur glace. Et en plus, je suis un peu dégoûtée parce qu'il y a eu 2 choses. Donc il a dit qu'en fait, c'était tous les médias locaux qui s'occupaient pas de nous, qui ne parlaient pas de nous, ce qui est entièrement faux, parce que j'ai parlé de vous en plus, parce que vous êtes à chaque match. Et puis en plus, j'ai parlé des autres sports. On peut parler du ring, qu'on aime beaucoup, on peut parler du hand féminin qu'on aime beaucoup. Et en fait, j'ai dit, on parle aujourd'hui, alors je peux comprendre, du basket, parce qu'on n'est pas du tout au même niveau, ça, il n'y a pas de sujet. Du foot. Mais après, on va parler, et c'est là où j'ai cité le petit club de foot du coin, alors qu'on peut parler du ring hockey qui, aujourd'hui, à quel niveau ils évoluent. Il y a des articles, bien sûr. Oui. Et c'est ça que j'ai dit. Donc j'ai pas parlé que pour moi, j'ai parlé que pour nous, j'ai parlé aussi. Voilà. Donc oui, ça m'a fortement agacé. Je peux vous dire que l'article m'a encore plus agacé. Donc du coup, on s'est appelé Paul. Et j'ai eu Ouest France, j'ai eu d'autres personnes aussi, mais après tant mieux parce que ça fait parler de nous. Après, moi j'assume total ce que j'ai dit et je continuerai à prôner le hockey. C'est un club qui mérite en fait d'être cité. C'est un club qui mérite qu'on parle de lui parce que effectivement depuis 2019. On a démarré avec 19 500 € de partenariat. Aujourd'hui, on est à plus de 250 000. On a 120 partenaires, on a démarré avec 4 ou 5. On a démarré à 160 licenciés, aujourd'hui on est à 300. Donc ouais, je pense que oui, c'est une belle réussite. Ouais, ça avance. Et ça avance, et quand on voit une patinoire pleine, alors au début, quand on a repris... donc effectivement, quand on en parlait tout à l'heure, on joue à 18h30 le soir. En septembre, on n'a pas envie d'aller dans une patinoire. Nous, les premiers, on n'a pas envie d'y être, en fait. Mais en fait, c'est ça. Mais en fait, nous, dès début de saison, et là, ça fait 2 ans que ça dure,
on est Déjà avant on est Noël, déjà la presque patinoire plein. est pleine, quoi. Alors que normalement, ça se remplit fin novembre, Ouais, début tu décembre, dis, parce quand que c'est un c'est sport Noël, d'hiver. ça commence. Mais Et là, le hockey en France, de toute façon, plus ça va, mais vous avez plein de patinoires qui jouent à guichet fermé aujourd'hui. c'est Et top. tant mieux, parce que c'est un sport qui a des valeurs et puis le plus gros, c'est le respect. Mais qui mérite d'être Donc, médiatisé, en fait. Voilà. Bon, Médiatisé, mais gentiment. on referme cette, Oui, voilà, cette on parenthèse arrête, et merci. on retient le positif. On a parlé justement cette montée sportive et puis on l'espère dans les prochaines années, si les finances le suivent, la montée en D1. Je vous propose qu'on parle de foot justement. on va parler de football. Je sais pas si football c'est de rugby d'ailleurs. Comment On parle pas. je sais Oui, pas si du c'est de rugby, d'ailleurs. Fédéral 2. Et d'ailleurs, le rugby, je trouve aussi qu'on n'en parle pas assez. On en parlera en fin d'émission. Oui, mais vous. Oui, de Fédéral 2. National 2, donc je vous disais, football, La Roche, qui recevait un club de National 2, Saint-Malo, 11e journée. La Roche qui... Alors, excusez-moi, je me suis un peu embrouillé. La Roche, toujours invaincu, c'est ça, à domicile. Je parlais pas du Ogli, toujours invaincu depuis le début de saison. Et puis, vous le voyez, le match qui a démarré très fort sur les chapeaux de roue, on peut le dire. Et puis, dès la 6e minute, on a une occasion lyonnaise. Et à la 25e, c'est Saint-Malo, à la 15e, pardon, c'est Saint-Malo qui ouvre le score. Donc 1-0 pour les visiteurs. Ibrahima Keita égalise pour La Roche et relance bien les locaux. Le jeu lyonnais s'accélère avec notamment cette triple occasion qui ne finira pas dedans, assez incroyable. Et puis juste derrière, c'est Tom Renaudino à la 26e qui, d'une frappe, vous allez voir, assez exceptionnelle, puissante, en lucarne, poteau rentrant. Ça fait 2-1 pour La Roche. Et quelques minutes plus tard, encore lui, Ibrahima Keita, qui signe son doublé sur un beau centre au second poteau. Et attention, c'est toujours pas la pause. Saint-Malo continue de rester dangereux et réduit l'écart sur cette frappe. C'est Cheikh Bangoura. Ça fait 3-2 à la mi-temps. Premier acte assez spectaculaire. En seconde période, les occasions se font un petit peu plus rares. Alors La Roche continue de pousser avec plusieurs occasions. NC Koulou qui tente sa chance. Renaudino et Morel aussi qui se créent des occasions. Mais voilà, La Roche n'arrive pas à faire le break. Et les Malouins, eux, restent menaçants sur chaque contre. Et au bout du temps additionnel, à la 94e, sur ce dégagement manqué, sur ce corner, c'est Dominique Burban qui reprend le ballon et égalise. Ça fait 3-3, égalisation cruelle pour les Lyonnais qui ont cru tenir la victoire jusqu'au bout. Et donc le match se conclut, je vous le disais, sur un score de parité. Je vous propose d'écouter le coach Frédéric Reculot au micro de Thibaut Grasset qui était un petit peu amer. Beaucoup de déception et de frustration par rapport au score, déjà d'une, parce que je pense que cette première mi-temps, c'est notre meilleure mi-temps sur notre entame et sur notre saison. Et c'est vrai que on donne à l'adversaire la possibilité de rester dans ce match en lui offrant la possibilité de scorer, alors que je pense que les garçons, sur la première mi-temps, ils sont quasi irréprochables, sauf sur le deuxième but. On a une perte de balle à la hauteur de nos 16 mètres, alors qu'on est en nombre, qu'on est largement en capacité de pouvoir la ressortir. Donc il y a beaucoup de satisfaction d'avoir pu mettre ça en place et avoir malgré tout réalisé une mi-temps quasi parfaite, et puis en même temps la frustration parce que le résultat du match sur la deuxième, on avait largement les moyens de faire mieux, mais bon, c'est comme ça. Ça reste un match avec un sentiment mitigé, un très bon match, mais voilà, le partage des points fait qu'on est frustré, quoi. Une équipe comme Saint-Malo, on sait très bien que c'est une équipe avec beaucoup d'expérience qui lâche jamais. Donc quand il faut tuer le match, il faut le tuer. On n'a pas réussi à le faire ce soir. On s'est fait revenir à la fin sur des erreurs. Quand une équipe joue contre nous et marque 3 buts, et pour être franc, ils n'ont que 3 occasions, faut être clair. C'est 3 frappes avec pas mal d'erreurs de notre part. Clairement, on a perdu 2 points aujourd'hui. Donc le match, il est terminé. Il faudra aller les chercher la semaine prochaine à Angoulême. On a fait une entame un peu moyenne, puis on s'est fait bousculer très rapidement contre cette équipe de La Roche qui est bien rentrée dans son match. Alors peut-être que nous, on avait le déplacement, etc. En tout cas, on est mal rentré dans le match. On est quasi sur notre première sortie, on a réussi à marquer. Donc ça, c'est très positif parce que quand on est bousculé, il faut savoir aussi éteindre un peu l'adversaire. Et c'est ce qu'on a su faire sur notre première occasion. En tout cas, moi, je trouve que c'est mérité qu'on revienne à 3 partout sur la deuxième mi-temps. Et donc au classement de ce championnat de National 2, La Roche perd sa place de leader au profit de Bordeaux.
place que les Lyonnais occupaient depuis le début de saison. Donc égalité au nombre de points, mais c'est la différence de but qui permet à Bordeaux de prendre cette première place. Et puis en revanche, les Herbretais, toujours en embuscade, remontent eux à la 5e place après une victoire 2-1 à Montlouis. Un échelon en dessous, en National 3, Chaland continue d'impressionner et de rester invaincu après une belle victoire 2-0 à Panazol et conserve cette première place. Fontenay s'est incliné contre la réserve de Châteauroux 2-0 et donc reste tout de même 3e. Le Porret s'est également incliné 2-0 contre Saint-Philibert de Grandlieu et descend au 5e rang. La Châtaigneraie remonte dans le derby vendéen. C'était le derby du week-end entre la Châtaigneraie et les Sables, et ce sont les Châtenorésiens qui se sont imposés au terme d'un scénario assez rocambolesque. Après avoir mené 2-0, ils ont renversé la vapeur à 3-2, bien aidés par une équipe sablaise qui était réduite à 9 à la mi-temps et donc les Sables qui est 11e. Enfin, un petit mot de football féminin. Énorme carton en Coupe de France féminine pour La Roche ESO, 9-0 contre l'US Lagacilly, club de Régional 2. Et puis, on va parler voile avec Fabrice. Donc oui, je vais vous parler de voile, même si je suis un supporter régulier du Hogli, et j'invite bien sûr le public à se rendre à la patinoire, parce que c'est vraiment magnifique de voir les Lyonnais jouer et encore plus gagner. On va commencer par la Mini Transat, dont le dénouement s'est joué ces derniers jours. Je vous rappelle que 90 skippers, dont 14 femmes, ont quitté Port-Olona le 21 septembre sur ces petits voiliers de 6,50 m. Cap sur les Canaries dans un premier temps pour une première étape qui malheureusement a obligé la direction de course à annuler cette étape du fait d'une tempête tropicale. Et donc la direction de course qui a demandé aux skippers de s'abriter dans les ports espagnols et portugais. Donc après avoir rejoint les Canaries, les skippers ont pu repartir le samedi 25 octobre vers la Guadeloupe pour cette transatlantique en solitaire. Et c'est au final Mathis Bourgnon qui remporte cette course en catégorie proto en 13 jours et 18 heures. Et Paul Cousin en série, Amaury Guérin, le Gilo-Crucien que l'on connaît bien sur son bateau groupe Satov, lui termine 3e de ce même classement des bateaux série. Alors, un des faits marquants de cette 25e édition de cette Mini Transat, c'est le faible taux d'abandon, puisque 87 des 90 concurrents sont arrivés à bon port, ce qui est assez exceptionnel, parce que malheureusement, comme tout sport mécanique, il y a régulièrement de la casse. Alors, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas connu d'avarie, à l'image du skipper allemand, Thiemo Hook, qui lui a été dernier à franchir la ligne d'arrivée sous gréement de fortune, puisqu'il a dématé au large du Cap-Vert, et il a tout de même traversé l'Atlantique avec un gréement de fortune, un petit bout de mât. Donc bravo à lui et bravo bien sûr à ses 87 marins. Une autre transatlantique qui, elle, est encore en cours. Il s'agit de la Transat Café l'Or, l'ex-Transat Jacques Vabre. Pour rappel, 4 séries de bateaux ont pris le départ du Havre fin octobre à destination de la Martinique. Du côté des ultimes, on le voit à l'image, la victoire revient à Tom Laperche et Franck Camas sur SVR Lazartigue. Et Baptiste Hulin et Thomas Rouxel, eux, remportent le classement des Ocean 50 sur Viabilis Océan. Dans la catégorie IMOCA, la victoire est pour Jérémy Bayou et Morgan Lagravière sur Charal. Les Vendéens, les skippers vendéens, eux, finissent respectivement 5e pour Xavier Macaire qui était sur le bateau de Team Snef Teamwork avec Justine Métro. 9e pour Benjamin Dutreux et Arnaud Boissière sur Forca de la Micaline. 15e pour Manuel Cousin sur son bateau Coup de Pouce. Et 18e pour le Hongrois Zabolts Verach qui lui aussi a installé son projet de course au large au Sable d'Olonne. Des marins qui ramènent désormais leur bateau vers la Vendée pour les mettre en chantier afin de bien préparer la saison prochaine, une saison qui sera ponctuée par la route du Rhum en novembre 2026. Je vous ai dit que la course était encore en cours puisque du côté des classes 40, les 42 bateaux avaient dû faire une escale à la Corogne, eux aussi conséquence d'une tempête annoncée dans l'Atlantique. Et c'est le duo Pirouel-Château qui remporte la course sur 6 frigos au Gestran. Les derniers concurrents, un bateau étant encore en course à l'heure qu'il est, ils vont arriver. La course peut paraître parfois assez longue. Et puis un petit mot, tu voulais nous parler du projet de Damien Seguin, skipper médaillé en paralympique, qui avait bouclé notamment les 2 derniers Vendée Globe. Damien Seguin qui s'est lancé, lui, dans un projet un peu fou. Après ces 2 Vendée Globe terminés, ce projet consiste à participer à la prochaine route du Rhum à bord d'un trimaran Orma. Alors qu'est-ce qu'un trimaran Orma ? Alors on va revenir là aussi en arrière de quelques années, en 1996, où a été créée cette classe de trimaran de 60 pieds, la taille des bateaux du Vendée Globe, mais avec 3 coques, donc 16 mètres de large, pour organiser un championnat annuel. Et cette classe a vécu jusqu'en 2007. On se souvient
d'ailleurs surtout malheureusement d'édition 2002 de la Route du Rhum qui a vu de nombreux chavirages de ces bateaux. Dans les premières heures, certains skippers décidant même de faire demi-tour. Mais Damien, lui, il manquait un peu de projet après ces 2 Vendée Globe, donc il a décidé de racheter un ancien trimaran Orma qui n'est ni plus ni moins que l'ex Fujicolor 2 de Loïc Perron, et il a décidé de le mettre en chantier en Vendée. Là, il vient d'arriver au Sable d'Olonne avant de rallier Port-Bourgenais pour tout simplement faire un refit de ce bateau au chantier All Performance de Marcel Dutreux, le frère de Benjamin, avant justement de pouvoir partir sur cette route du Rhum. Et puis rapidement un petit mot de Vendée Globe, forcément, puisque la vie de course a été présentée par le président du Vendée Globe. Et on en sait donc plus sur l'édition 2028, et notamment sur cette édition 2028, la présence de 40 bateaux au départ, comme la dernière édition. Donc un départ qui sera donné le 12 novembre 2028, notez ça dans vos agendas. Le système de qualification, lui aussi, a évolué. Il est très simple cette année. Les skippers présents sur la ligne de départ, ils doivent avoir bouclé une course du championnat IMOCA en solitaire sur leur bateau sans avoir un temps de course qui représente plus du double du vainqueur. Et pour la sélection, donc ça c'est la qualification, et pour la sélection, il y a 3 wildcards qui sont réservés à l'organisation, donc des invitations à la discrétion de l'organisation, et les 37 places restantes seront déterminées en fonction du classement au championnat IMOCA, qui a déjà débuté, puisque le Vendée Globe 2025 compte dans ce classement, ainsi que la Transat Café L'Or. Donc le rendez-vous est pris le 16 février prochain, parce que qu'est-ce qui va se passer le 16 février? C'est l'ouverture des inscriptions, donc ça devrait déjà nous donner le ton de cette 11e édition qui va fêter ses 40 ans en 2028. Et la Transat là qui comptait également. Tu viens de dire qu'il comptait également pour ce classement du championnat IMOCA de Vendée Globe. De sélection pour le prochain Vendée Globe. Et on va rapidement passer au rugby. On arrive à la fin de cette émission. C'était le derby vendéen en Fédéral 2 dans un stade de la rue de Lierre plein à craquer, et vous allez le voir noyé sous la pluie et le vent dans une ambiance électrique. Ce sont les Sablés qui recevaient les Lyonnais pour le compte de la 9e journée. Beaucoup de supporters de La Roche ont fait le déplacement, mais ce sont bien les Sablés qui frappent les premiers dès la 4e minute après un ballon bien négocié dans les 22 mètres. Manu Boutet déborde et aplatit en bout de ligne. Clément Hébert transforme et les Sables prennent les devants. Ça fait 7-0. La Roche tente alors de répondre, tente de franchir plusieurs fois la ligne sans parvenir à marquer d'essai. Il faut attendre la 13e minute pour voir Baptiste Jaunet, l'ouvreur lyonnais, débloquer le compteur sur pénalité. 7-3 toujours en faveur des Sablés. Et puis il remet ça quelques minutes plus tard avec un coup de pied plus lointain que celui-ci, ce qui fait qu'il ramène les visiteurs à un point. Ça fait 7-6, les conditions sont vraiment difficiles, et puis ce sont les buteurs qui font vivre le tableau d'affichage. Hébert ajoute 2 pénalités, Jaunet une juste avant la mi-temps, ce qui fait que les 2 équipes rentrent au vestiaire avec un score de 13-9, toujours en faveur des Sablés. Et puis en seconde période, le scénario reste globalement le même. Un jeu cadenassé, beaucoup d'engagement, très peu d'occasions d'essai. La Roche s'accroche, profite de l'indiscipline sablaise et revient à 13-12 à l'heure de jeu. Et puis à la 70e, nouvelle pénalité de Jaunet qui fait vraiment basculer le derby. La Roche-sur-Yon passe devant pour la première fois, 13-15. Et puis dans une fin de match irrespirable, les Sablés obtiennent une ultime balle de match à la dernière minute. Hébert s'avance, toute la rue de Lierre retient son souffle, mais le ballon file à côté. Et la Roche-sur-Yon s'impose 13-15 et s'adjuge le derby vendéen au terme d'un combat vraiment rendu difficile. La pluie, le vent. Je vous propose qu'on écoute les entraîneurs et capitaines au micro de Thibaut Grasset. On savait que les Sables, c'est une équipe très très dense, très costaud, avec des gros porteurs de ballon, donc on savait qu'il fallait qu'on soit très courageux en face. C'est ce que les gars ont fait. Félicitations aux garçons qui ont fait un match énorme sur l'engagement, sur la solidarité. On est vraiment sur notre chemin, là, on est à notre 6e victoire. Au-delà du derby, de la victoire, on est vraiment sur la construction de l'équipe, et c'est, notre chemin, il n'est pas fini, et c'est qu'une étape encore plus dans la saison, quoi. Donc on savait que ça allait être très tendu, on a décidé de commencer contre le vent pour qu'on puisse avoir une plus grosse assise en deuxième mi-temps. On savait qu'ils allaient avoir plus de mal avec leur gabarit, et c'est vrai que la première mi-temps on a quand même un peu subi, mais on a bien construit le match, on a pris les points quand il fallait les prendre, on est resté collé, puisqu'il a permis en deuxième mi-temps de prendre l'avantage et puis au final de gagner ce match, et puis ça fait plaisir. Ça se joue à rien, à des détails où on n'a pas su concrétiser à certains moments, et où on a fait aussi pas mal de fautes, plus ou moins clair par rapport à l'arbitrage, mais ça nous coûte cher à la sortie sur 2 points. Déçus parce que, surtout par rapport aux joueurs et leur investissement, et par rapport au monde qu'il y avait aujourd'hui, et qui malgré
le froid et la pluie ont bravé tout ça pour venir nous encourager. Et c'est eux surtout que je veux remercier. Ouais. C'était un match qu'on préparait depuis un petit moment, qu'on avait tous dans le coin de la tête depuis le début de la saison et on savait que ça allait être dur, notamment avec les conditions qui n'étaient pas non plus les conditions pour sortir un grand rugby. Donc il a fallu y aller au courage. Pour moi, on y a été au courage, mais on a été encore une fois trop indisciplinés. Et effectivement, il y a des points qu'on rate, qu'il ne faut pas rater. Et c'est dans ce genre de rencontre-là qu'on voit une équipe solide du début à la fin, chose qui nous a manqué malheureusement. Et donc grâce à cette 6e victoire consécutive, le FCY monte à la 2e place, tandis que les Sablés, eux, descendent à la 9e. Un mot rapidement de Rincoquet. En National 1 Élite, la Vendéenne continue son début de saison parfait avec 7 victoires en 7 matchs et conserve sa première place après sa victoire 8-1 à Mérignac. Le Poiré Roller s'est incliné à Villejuif 5-3 et est au 8e au classement. En roller hockey, très rapidement, National 2, les Ducks de Mouilleron se sont inclinés 7-3 contre le leader. Et puis pour clôturer cette émission, un mot de karaté avec le Fontenay Karaté Shotokan. Damien Delaunay a décroché le podium de la Coupe de France des moins de 70 kg. Et puis la semaine dernière, c'était les filles qui ont brillé. L'équipe junior féminine composée d'Elaïs Rousselot, Maëlys Plancheneau, Nawel Arne et Jasmine Saïdi qui sont allées en finale de la Coupe de France junior par équipe. Et puis on n'oublie pas évidemment le hand et le volley. On n'a pas le temps malheureusement, mais on sait que la Pouzauge a notamment gagné ce week-end. C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'être venus en plateau. L'émission est évidemment à retrouver sur tvvendée.fr, tout comme l'entretien de la semaine avec Frédéric Reculot, l'entraîneur de La Roche en foot. Et puis merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Stéphane, non c'est Jeff cette semaine, Jeff, Marion et Olivier en régie. Je vous souhaite une très belle semaine et à lundi prochain.